Donc, merci d'être là pour ce deuxième topo. On va discuter du coup de la réanimation fœtale intra-utérine. Globalement, on va reprendre le protocole que je vous avais montré sur le premier. Ça va surtout être gérer les contractions et la tocolyse aiguë. De la même façon, comme je vous ai dit que chaque bébé est différent et que du coup, tout faire entrer dans les cases, c'est compliqué. Donc, quand j'ai parlé du rythme, principalement le rythme de base, on dit qu'entre 110 et 160, c'est normal, mais qu'un bébé qui commence à 150, enfin, qui est à 150 dans le travail, mais qui a commencé son travail à 120, c'est pas normal. C'est pareil. Alors, pour l'hypertonie, bien sûr, qu'un bébé va le supporter, mais pour une hypercinésie, tous les bébés sont différents. Et donc, il y a un bébé qui va supporter 6 contractions par 10 minutes. Et en plus, il avance rapidement, on va pas faire grand-chose. Alors que d'autres, avec 2 contractions par 10 minutes seulement, vont montrer des signes de mauvaise tolérance parce que le placenta, parce qu'il y a moins de réserve ou que le cordon en fait est plus comprimé. Et on voit bien que les cordons sont différents, sont plus ou moins grêles, avec une plus grosse, plus ou moins de gelée de Wharton qui permet de mieux, mieux s'adapter aux contractions en fait. Alors le protocole, en premier lieu, donc ça c'est déjà ce qu'on fait, merci, c'est quand il y a une hypercinésie ou une hypertonie, et surtout si le bébé ne tolère pas bien, on va d'abord retirer le propès ou arrêter l'ocytocine. L'ocytocine qui a une demi-vie de 3 à 5 minutes. Si l'anomalie persiste et que le bébé ne tolère toujours pas bien, on pourra faire une tocolyse aiguë. Et on insiste sur le mot aigu à la terbutaline. Alors, la terbutaline, en Angleterre, c'est en sous-cutané qu'ils le font, c'est 250 microgrammes, on peut répéter une fois. En France, on le fera plutôt en IV. Alors, en Angleterre, les patients sont moins perfusés, donc il y a moins de KTO qui nous permettent d'avoir accès à une veine rapidement. En France, nos patients sont même plus facilement perfusés. La durée de vie est de 20 minutes, excusez-moi. Et l'antidote théorique, enfin l'antidote le propanolol, dans l'hypothèse théorique où on amène directement sur une césarienne et une naissance avec une hypotonie, enfin une atonie en fait qui fait une hémorragie, mais en pratique ça n'arrive jamais. J'ai utilisé beaucoup en Angleterre et parce que au sein de Rangers Hospital il y avait au moins 5 ou 6, enfin 8-9 propesses par jour. Il y avait toujours une ou deux qui avaient une petite hypertonie, on retirait le propesse, on faisait la terbutaline et j'ai vu que ça marchait formidablement bien et que le principal effet secondaire était la tachycardie maternelle, plutôt bien tolérée, surtout quand on prévient les patientes. L'atimbute, c'est donc un bêta-2 mimétique, comme le salbutamol. C'est globalement décrié, mais c'était décrié et on a arrêté d'utiliser en France parce qu'il était pourvoyeur effectivement d'OAP, d'hospitalisation des patientes en réanimation. Alors, ce n'était pas le même cas, on le faisait pour les MAP, où c'était une perfusion en IVSE sur 48 heures. S'il y avait en plus des corticos ou si c'était des jumeaux, il y avait encore plus de risques. Donc là, on n'est pas dans le même cadre. On est sur une tocolyse aiguë, sur du one-shot en gros, donc c'est pas du tout la même physiologie, c'est pas du tout la même façon de faire. Donc, c'est pas vraiment reproductible, on va en discuter. La deuxième chose à faire, c'est donc de mobiliser la patiente. On va la mettre en décubitus latéral gauche pour améliorer le retour veineux, en décubitus latéral droit de l'autre côté, donc c'est pas efficace pour lever une éventuelle compression funiculaire. Donc ça, c'est déjà ce qu'on fait. Remplir la patiente, même si elle n'est pas hypotendue, pour améliorer le retour veineux et diluer éventuellement l'ocytocine et qu'elle soit donc moins fonctionnelle et donc moins pourvoyeuse de contraction. Les vasopresseurs en cas d'hypotension, surtout après la péri, donc ça, c'est plutôt les anesthésistes qui vont gérer. L'oxygénation, en cas de désaturation maternelle seulement, la patiente qui a 100% de saturation ne va pas passer à 120-130 et ça peut être délétère, notamment pour les retards de croissance, parce que ça va induire une vasoconstriction sur un bébé qui a déjà moins d'apport parce que les artères sont plus grêles et donc ça va être plus dangereux. J'avais mis, quand j'ai commencé à faire ce topo en revenant vers 2018-2019, la stimulation de la tête fœtale un petit peu comme ça, en disant, c'est pas vraiment la réanimation, mais quand le tracé un peu plat ne plaît pas, si on stimule la tête du bébé et que il réagit, globalement, c'est un bon signe. On retrouve des accélérations, une bonne variabilité, globalement, on est plutôt rassuré. Et à Lille, Gilbert, ils ont fait une étude. Le principe, c'était qu'ils remarquaient qu'il y avait de moins en moins de pH qui étaient faits dans le monde parce que de plus en plus
pas décrié, mais au sujet de la caution, on va dire. Et ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas moyen d'en faire moins, quoi. Et donc, quand il y avait des rythmes qui les inquiétaient, ils faisaient une stimulation au scalp, on regardait la tête du bébé. Si le bébé réagissait avec une meilleure variabilité de l'accélération, globalement, la VPN d'avoir un pH au scalp supérieur inférieur à 7,25 plutôt, il y avait une très bonne VPN, pardon. Dans 91% des cas, le pH était bon. Et donc, ils ont affiné, en tout cas diminué leur taux de pH et affiné leur analyse en utilisant la stimulation de la tête fétale. Alors, vous allez me dire, la terbutaline, c'est pas trop ce qu'on dit en France, c'est les bêta-2 mimétiques, c'est pas très connu, il n'y a pas trop de littérature. J'ai fait une revue. Et donc, en fait, la première tocolyse a été décrite fin des années 70. Alors, c'était avec de l'exoprénaline. C'était un petit nombre de bébés et c'était un peu fondamental. C'est plus sur l'effet insuline-glucagon maternel, et du bébé aussi d'ailleurs, avec l'exoprénaline. Mais ça marchait. Le Patriarco, en 87, il retrouve de façon significative sur un petit effectif, un pH qui est amélioré. Alors, c'est fin des années 80, petit effectif, bon, c'est déjà ça. Le Pacheco en 2006, pardon, j'ai pas mis le pointeur. Est-ce qu'il n'y a pas le devoir? Donc, Pacheco en 2006, lui, il n'a pas eu froid aux yeux. Après une hyperstimulation sur 29 patientes, soit il continuait le synto, il mettait la terbutaline en plus, soit il arrêtait le synto. Et il a remarqué que quand il arrêtait l'ocytocine, il y avait sa persistance dans 55% des cas, jamais avec la terbutaline, que l'effet était meilleur, était plus rapide de façon significative avec la terbutaline, mais que l'état néonatal était le même. Buckley a fait une belle étude avec un bel effectif qui ne montrait pas de différence sur l'état néonatal de toute césarienne. Et de façon beaucoup plus récente, Xodo, en 2022, a repris 4 études contrôlées. Alors, il y avait terbutaline et atosiban. Et je la trouve assez sympa. Alors déjà, c'est la première grosse étude qui retrouve un meilleur état néonatal de façon significative. C'est pas concordant sur toutes les autres études, mais bon, c'est déjà un élément. Mais surtout, bien que le taux de césarienne soit le même, le délai est plus long. Et vraiment que j'extrapole un peu, mais c'est à mon sens le signe que avec la tocolyse aiguë, le rythme s'améliore. Et même si on césarise, en fait, au lieu de césariser en code rouge dans la précipitation, même si on est habitué à le faire, c'est jamais très agréable. Finalement, même si on césarise, on fait de façon même c'est rapide, de façon plus calme. Et pour le vécu maternel et le vécu de l'équipe aussi, c'est quand même mieux. Donc, on voit globalement que il n'y a pas beaucoup d'études, que ça n'a pas l'air de montrer une amélioration sur l'état néonatal, mais en tout cas, il n'y a pas trop d'effets secondaires. La trinitrine, donc, qui est recommandée en France, la première étude, en 97, a été faite par l'équipe du KB sur 24 patientes. Ça a été efficace sur 22 patientes de façon totale et 2 partiellement, mais de façon assez efficace pour que ça améliore le rythme. Et les effets indésirables, en gros l'hypotonie, l'hypotension plutôt, étaient résolutifs avec de l'éphédrine. Cullen en 2007, donc, sur 110 patientes randomisées contre la terbutaline, trouvait qu'il y avait une tendance, mais qui était non significative pour la terbutaline, mais par contre, elle était mieux tolérée. Craig et Bouchimi, donc en sublingual, c'était des études plutôt fondamentales. Craig, c'était en pré-césarienne pour savoir s'il y avait pas une atonie après et comment elle se gérait. Donc, il note un bon relâchement avec une bonne contraction après la naissance. Donc, il recommandait de le faire notamment pour les cernes qui vont être une extraction difficile compliquée. En gros, le siège est sur des prématurés. Un peu plus tard, Bouchimi, donc en sublingual également, c'était lui sur que du travail normal, voir si ça avait un effet. Alors, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur le travail normal et sur une hypersyndie ou une hypertonie? La question est posée, je ne pense pas qu'on puisse extrapoler ces données sur la situation qui nous intéresse. Fort de ça, donc le CNGOF recommande le nitronal comme tocolyse en IV. Donc, c'est le seul qui sera vraiment recommandé en France par le collège. J'ai essayé du coup de regarder ce qui se passait un peu dans les autres pays et j'ai repris les recommandations des pays anglo-saxons globalement.
Et donc, le RANSCOG, c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande. 2019, c'est assez récent. Et donc, il recommande, lors d'une hypercinésie ou d'une hypertonie, une tocolyse aiguë, soit par salbutamol 100 microgrammes en IV, soit la terbutaline en 250 en IV ou en sous-cutané également. Et bon, c'est du grade C, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et en troisième, le Natispray. Ils sont fondés sur ça, sur les études de Patriarco et de Leserich. Pour Leserich, on en parlera. Le Royal College, lui, ce sont donc les recommandations pour la maturation, l'induction of labor. Il recommande donc, en cas d'hypertonie induite par des prostaglandines, PROPES ou prostine, d'utiliser donc une tocolyse aiguë par bêta-2 mimétique sans donner de molécules. C'est au choix du service. Donc, j'ai repris les recos du Saint George's qui recommandent donc la terbutaline en 250 microgrammes, soit une demi-ampoule en sous-cutané à répéter si jamais ça ne fonctionne pas. La demi-vie est donc de 15 minutes, donc après les contractions reprennent. Si la patiente est en travail, il n'y a pas de problème. Les Américains, eux, ils ne se mouillent pas trop. Ils disent que la terbutaline, globalement, n'est pas validée dans cette indication, que ça reste intéressant, qu'elle est utilisable, mais que c'est sous la responsabilité du médecin. Donc, en tout cas, ils ne sont pas fermés à l'utilisation de la terbutaline, mais comme il n'y a pas de preuves, pas d'évidence de médecine là-dessus, ils ne peuvent pas le recommander de façon forte. Alors, le problème, c'est que moi, je voulais l'utiliser parce que ça marchait quand même franchement bien, que je me suis retrouvé dans le privé. Et petite maternité à niveau 1, c'est quand même plus compliqué d'utiliser un médicament qui n'est pas vraiment recommandé. Et j'ai donc demandé au professeur Vessière du CHU de Toulouse, qui travaille en fait, je savais qu'il travaillait avec Chandra-Haran ainsi que Reims et Tours, puisque les cours que les Chandra-Haran à l'époque étaient également se faisaient dans ces CHU. Et je lui ai demandé si je ne pouvais pas bénéficier de son protocole, est-ce que je pouvais le diffuser également pour ce point-là. Donc il m'a dit OK, je remercie. Et donc, ce qu'il recommande en première intention, c'est donc le Brecanil ou terbutaline. Donc, plutôt en IV, en France, donc les patients pendant le travail ont quand même au moins un KTO. Et donc, l'ampoule, c'est une ampoule de 1 millilitre, il y a 0,5 mg dedans. Donc, il la dilue dans 9 cc pour faire une seringue de 10, donc de sérum pi, ou de glucose, on a le sérum pi. Et on va injecter donc la moitié de la seringue, soit 5 cc, en IV. On prévient la patiente également que alors une tachycardie, c'est normal, que ça va calmer les contractions, mais qu'elle va ressentir des palpitations. Si jamais ça ne fonctionne pas, on peut refaire une dose. Et il y a quand même des contre-indications. Alors, c'est le trouble du rythme, la tachycardie supérieure à 120, donc la tachycardie maternelle, l'insuffisance coronarienne, l'HTA sévère, la thyrotoxicose. Donc, globalement, dans le niveau, à la maternité là où je suis, j'ai pas trop de problème par rapport à ça. Mais ils ont le backup, qui est donc le nitronal, qui est donc utilisé en deuxième intention. Et j'ai pas les photos, mais ils ont en fait ce qu'on a aussi maintenant, une petite valise avec tout le matériel qui est prêt, l'ampoule de terbutaline, le sérum pi, la seringue, l'aiguille, et donc c'est préparé en 15 secondes. Quand c'est utilisé, ça marche très bien. En conclusion, je vais reprendre les deux Cochrane. Donc la première, c'est en 2000, la Cochrane oculaire, publiée, 3 études. Ça semble efficace, mais il faut plus d'études. C'était la conclusion de la Cochrane. 2018, donc 20 ans plus tard, attention, il y a 8 études. Donc c'est une grosse recherche dessus, très compliqué, c'est sûr. Toutes avec des bêta-2 mimétiques, l'exoprénaline était incluse, et beaucoup de terbutaline. Et ça répond qu'il est impossible de conclure. J'ai envie de dire, heureusement. C'est-à-dire que prouver que la tocolyse aiguë va améliorer l'état néonatal et donc on va avoir un meilleur pH ou un meilleur état à la naissance ou peut-être un peu moins néonat, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, heureusement, on fait bien notre travail et donc, notamment quand il y a une bradycardie ou des choses qui nous inquiètent, on passe en CR, on n'est pas en train de se tourner les pouces en attendant que le bébé aille vraiment pas bien et qu'il y ait une astéose bien profonde et qu'il y ait des bonnes lésions cérébrales avant de les sortir. Donc, prouver que la tocolyse aiguë est efficace et améliore l'état des bébés, ça va être compliqué. Par contre, comme j'avais dit dans le topo précédent, les deux choses importantes sont donc, pour un travail, une naissance, que le bébé naisse en bonne santé, mais également il y a le vécu maternel. Et je pense, et ça a été encore plus difficile à
à montrer. Donc, ça paraissait que la vie d'expert, alors si l'expert c'est moi, c'est encore moins, mais dans la mesure où je ne suis pas dans la CHU, enfin les grosses études, le fait est que une césarienne qui est faite en code rouge, pour nous, on a l'habitude, c'est rapide, mais c'est quand même stressant, mais c'est encore plus stressant pour la patiente. Alors qu'avec la tocolyse, on va pouvoir calmer les choses, même si c'est rapide, plus tranquillement en césarienne. Le vécu de la patiente sera bien meilleur et donc elle sera moins choquée entre guillemets de son accouchement. Ça permet aussi d'avoir une tocolyse qui marche. Quand on est sur une grosse salle de naissance qui est remplie et qu'on a en même temps une hémorragie à gérer, qu'il y a un bébé partie basse qui nécessite une extraction et qu'on a cette patiente qui a cette hyperkinésie, on met la terbutaline, ça va calmer les choses, ça peut faire gagner du temps. Donc, il y a besoin de nouvelles études, mais à mon avis, ça va être compliqué de pouvoir montrer de façon vraiment factuelle, de façon significative, en fait, une vraie performance de la tocolyse aiguë. Je vous remercie et voici les références des études.